Je salue aussi toute la communauté africaine et tous les États qui sont actuellement rassemblés ici, en disant que ces micro-États-là ne sont que des démembrements d'un grand État qui sera l'État certainement africain, qui aura lieu très bientôt. Je vais aller très vite parce que j'ai seulement 10 minutes pour présenter tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit, donc si je vais dire tout ça, 20 minutes ne va pas suffire. Mais je vais faire l'effort d'être le plus bref possible. En tant que juriste, certes débutant, en droit, on nous a toujours appris que dans une thématique, avant de dire quoi que ce soit, il faut essayer au moins d'apporter une définition de la matière ou de l'objet de l'exposition qu'on a l'intention de présenter. Ici, alors, le thème, c'est quoi? France-Afrique 2.0. Le rôle des mouvements panafricanistes dans la lutte contre le repositionnement ou le néocolonialisme en Afrique. Il va s'agir alors de manière brève, peut-être de présenter la France-Afrique et ensuite les mouvements panafricanistes et le panafricanisme en lui-même s'il le faut. Concernant la France-Afrique, on peut tout simplement commencer par rappeler que pour la première fois, en tout cas, aussi loin que je suis remonté dans mes recherches, la première fois que le mot France-Afrique a été prononcé, c'était par le Félix Houphouët-Boigny. En ce moment-là, il était membre du gouvernement français. Je pense que c'était en 1955, si je ne me trompe pas. Et lui, il avait évoqué la France-Afrique pour la proposer comme une façon de rester en corrélation avec l'ancien colonisateur après les indépendances, c'est-à-dire d'avoir des interactions étroites avec la France, même après la colonisation, c'est-à-dire après avoir obtenu l'indépendance des États africains. Et cette façon de présenter la France-Afrique-là est plutôt une façon embellissante, c'est-à-dire c'est la plus belle manière de la présenter. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons la même définition de la France-Afrique telle que Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, l'avait présenté en 1955. Aujourd'hui, nous avons plutôt, je dirais, que nous avons plutôt une définition néologique de la France-Afrique. Ainsi, la France-Afrique peut s'appréhender comme un réseau d'influence ou de lobbies français et africains intervenant dans le domaine économique, politique et militaire pour détourner à leur profit, à leur seul profit, les richesses du continent africain et pour le seul intérêt de l'élite française et d'une certaine bourgeoisie comprador africaine. Maintenant, à la suite de ce colonialisme-là, nous sommes aujourd'hui face au néocolonialisme. Et le néocolonialisme, pour ma part, persiste aujourd'hui grâce à une erreur, je vais dire une erreur politique, une erreur politique influencée peut-être par la lâcheté de ceux qui étaient au pouvoir en ce moment-là, ou alors une pusillanimité des politiques africaines de cette époque-là. Parce qu'il est difficile, et cette erreur politique-là n'est rien d'autre que l'acceptation des 11 accords avant de pouvoir nous accorder l'indépendance des États africains. Je dis que c'est une décision plutôt lâche ou inspirée d'une pusillanimité des politiques africaines, parce qu'il est très difficile de comprendre en tant que jeune Africain qu'on puisse accepter de tels accords si on aime son peuple. Je vais faire l'économie de citer les 11 accords pour gagner du temps, mais je pense que dans l'Assemblée ici, nous tous on sait un peu de quoi il s'agit. Ça part de la politique à l'économie, même à l'armement, tout qui est inclus. Maintenant, le thème aussi évoque le rôle des
des mouvements panafricains en Afrique. Qu'est-ce que ces mouvements-là doivent alors faire? Je vais laisser le chef Jude nous présenter, nous faire une définition du panafricanisme. Je crois qu'il sera beaucoup plus éloquent que moi. Donc, moi, je vais continuer en sautant cette partie définitionnelle-là. Je peux continuer? Je crois, hein? D'accord. Vous savez, on peut, pour avancer rapidement, dire que le colonialisme ou la science coloniale, le colonialisme a été basé sur une science, hein, elle n'a pas été faite de manière hasardeuse. Il y a une vraie science. On peut se rappeler par exemple, des travaux du comte de Gobineau, qui a mis tout l'effort de sa science pour démontrer que nous, les Noirs, nous n'étions pas des hommes, nous n'étions pas des êtres humains. Et sur cette thèse-là, il y a eu beaucoup de catastrophes qui ont été perpétrées ici en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à, je dirais, à deux paradigmes. Il y a un paradigme colonial et il y a un paradigme de résistance. Et je pense que les mouvements panafricanistes en Afrique sont dans ce paradigme de résistance-là. Alors, le rôle qu'ils ont, ça sera alors un rôle de rempart. Parce que nous avons un combat un peu, je dirais, très difficile à mener. Je vais par exemple rappeler un petit fait pour dire tout simplement que nous avons échappé à une catastrophe encore qui aurait été beaucoup plus difficile à surmonter si au Mali, les gouvernements actuels n'avaient pas pris sur eux la décision d'aller en contre cette politique de recolonisation de L'Afrique là. Lorsque les dirigeants français, sous l'égide, je pense, de François Hollande, après qui a été poursuivi par le dirigeant actuel, Emmanuel Macron, ont décidé de mettre au Mali l'opération Takuba, si je ne me trompe pas. Takuba, c'est tout simplement une façon de transformer la France-Afrique en une monde-Afrique. Et l'établissement de je ne sais pas si il va dire ce monde-Afrique-là, allait tout simplement déboucher sur une nouvelle conférence de Berlin. Et je suis certain que si ça avait fonctionné, on allait se retrouver dans très peu de temps dans une nouvelle colonisation plutôt pratique. Cette fois-ci-là, elle ne serait plus juridique ou dans les textes et maquillée par une indépendance formelle. Elle allait être beaucoup plus pratique. Heureusement qu'il y a eu des dirigeants au Mali sous la présidence du colonel Assimi Goïta qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de revendiquer la souveraineté malienne. Nous allons aussi être heureux que après le renversement de Damiba au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé aussi de suivre la même logique pour revendiquer la souveraineté burkinabé. À la suite de cela, nous avons vu ce qui s'est passé au Niger et aujourd'hui, ils sont dans une logique de partir vers une fédération en passant par la confédération. Dieu merci, nous avons la confédération de l'AES que nous souhaitons bon vent. Et je suis certain qu'aucune force, aussi obscure soit-elle, ne pourra mettre fin à cette dynamique africaine-là. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fois-ci, elle n'est pas soutenue par des forces exogènes, ni par des lobbies africaines, ni par une bourgeoisie comprador qui va décider d'un destin funeste pour le peuple africain. Mais elle est soutenue par le peuple africain lui-même. Pourquoi? Les tentatives du colonel Langlais pour renverser, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, pour renverser le président Ibrahim Traoré a échoué. Et ça va toujours échouer, ils peuvent essayer 100 fois. Et concernant le rôle des mouvements panafricanistes africains, je pense que j'ai déjà dit ce qu'ils doivent faire. Il y a un combat qui est rude, qui est rigide, que nous devons mener. Et dans ce combat-là, chacun aura son rôle.
à faire. Nous avons aujourd'hui d'autres armes qui sont les réseaux sociaux, mais je n'exclus pas, surtout je n'exclus pas l'intervention pratique sur le faux des enrôlements dans l'armée. Et je suis sûr que ces mouvements panafricanistes-là seront disposés à aller défendre la dynamique de l'AES actuellement. Je ne sais pas si j'ai atteint mon temps ou pas, mais je pense que de manière bref, j'ai réussi à résumer ce que j'ai écrit ici. Mais j'aimerais bien terminer par une petite vidéo que j'ai regardée, je pense que c'est hier ou avant-hier, sur un réseau social chinois, d'un intervenant burkinabé face au président burkinabé qui parlait du temps, qui disait qu'on dit toujours à la jeunesse africaine qu'elle a du temps devant elle, qu'elle ne doit pas oublier de s'amuser, qu'elle devait profiter de la vie. Le discours de cet homme-là m'a beaucoup marqué. Parce qu'en réalité, il est vrai que nous n'avons pas le temps. On a le temps quand on devient vieux, quand on prend sa retraite, à partir de 60, 70 jusqu'à 80 ans. À partir de ce moment-là, on a le temps de raconter à la jeunesse africaine notre part dans le recouvrement de la souveraineté totale et dans la reconstitution de l'Afrique, comme nos pères dévanciers l'ont toujours souhaité en Afrique. Et il a dit que le temps n'appartient pas aux jeunes. Donc je vais terminer ici les mots de cet homme-là. Je ne connais pas son nom, peut-être qu'il va chercher à le savoir plus tard. Donc la jeunesse africaine, ceux qui ne sont pas encore dans les mouvements panafricanistes, moi je les appelle à intégrer le mouvement panafricaniste, quel que soit ce mouvement-là. Surtout qu'en Afrique, il y a des centaines de mouvements, même s'il faut s'en méfier de d'autres. L'essentiel, c'est de savoir ce que nous voulons et de donner sa participation, autant que faire se peut, à la réalisation et à défendre l'unité africaine. Alors, je vous remercie et je souhaite bon vent à l'AES et j'espère que j'ai été productif. Merci beaucoup.